J'ai rencontré Eric en mars 2019. Il vivait en Tunisie dans le foyer de migrants de Médénine, dans le sud du pays. Il venait de fuir la Libye et il avait envie de raconter ses conditions de vie dans ce foyer pour migrants. Donc il prend contact avec nous via les réseaux sociaux d'Info Migrants et il nous dit faut que je vous raconte ce qui se passe. Donc on prend contact avec lui, on l'appelle. Et de là, une relation de confiance naît entre Eric et moi. On est parti à sa rencontre à l'hiver 2020, dans le sud de la Tunisie, là où il se trouve, à Sfax. Sur le désert entre l'Algérie et la Libye, nous avons croisé un groupe de rebelles libyens. Ils nous ont dépouillés d'abord. Ils ont pris tout ce qu'on avait et nous ont laissé partir. Voilà comment mon aventure de la Libye a commencé. Voix d'exil. Un podcast produit par Info Migrants et RFI Labo. De nombreux acteurs de la migration ont tout simplement décidé de maintenir leurs activités car la demande de migrants reste elle toujours migrants subsahariens, il y a des efforts. Très organisés. L'Union européenne met soudain tout cela de côté pour conclure des accords extrêmement cyniques, motivés uniquement par son propre intérêt. D'abord, l'idée me vient en tête en 2015. Eric, 26 ans. Donc, j'en parle à un ami du nom de Ibrahim. Je lui dis, voilà, moi je veux qu'on parte à l'aventure. Peut-être aller en Europe en même temps. Il me dit, oui, mais comment est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai dit, voilà, on prend le bus à Abidjan, on part au Mali, du Mali on rentre en Algérie, de l'Algérie au Maroc, on part en Espagne. Il m'a dit, oui, ok, c'est une très bonne idée, mais actuellement, pas d'argent. Donc il faut attendre un peu. J'ai dit, ok. 2 mois plus tard, j'apprends que Ibrahim est allé au Mali. Du Mali, quelques temps après encore, il m'appelle de l'Algérie. Voilà, moi je suis en Algérie. Début 2016, il m'appelait maintenant de l'Espagne. À cette période, moi je n'avais pas d'argent. J'essaie de réunir une petite somme. Quand je quittais chez moi, j'avais environ 300 euros. Les 300 euros, il m'a dit comme ça, tu laisses la moitié à Abidjan et tu mets la moitié sur toi, tu prends la route. Mais il est préférable que tu passes par le Niger. Parce qu'au Mali, au Nord-Mali, c'est pas stable. Je dis ok. D'abord le mercredi 8 juin, je pars à l'agence de voyage, je prends mon ticket. Le voyage était programmé pour le lundi 13. Le lundi 13, on quitte Abidjan à 7h45. On rentre au Burkina. D'Abidjan jusqu'à Ouagadougou, la capitale burkinabé, il n'y avait pas de problème. Et après maintenant, nous avons pris la route pour Niamey, la capitale du Niger. C'est là que les problèmes ont commencé. À la sortie du Burkina, nous avons 2 postes de contrôle. En sortant, on croise d'abord celui de la gendarmerie, ensuite la police. Là, quand le bus est arrivé, ils ont arrêté le bus et ils ont demandé à ce que tout le monde descende. Les Nigériens d'un côté et les étrangers d'un côté. Dans le bus, nous étions 4 Ivoiriens et un Guinéen. Ils ont contrôlé les Nigériens de l'autre côté et nous, on nous a fait rentrer dans une pièce et on nous a demandé de payer 15 000 francs CFA. Disons environ 20 euros par personne. Voilà, nous avons payé. Et le Guinéen qui était parmi nous, il n'avait pas assez d'argent sur lui. Il a essayé de négocier. Il s'est fait tabasser. Puis après, tout est rentré dans l'ordre. Nous sommes partis. De là encore, 15 km après, nous sommes arrivés au second poste, qui était le dernier derrière. Là encore, on devait payer encore 20 euros chacun. Là, j'ai payé mon argent, je suis sorti. Et quand
Je suis monté dans le bus. Déjà en moins de 20 km, j'avais perdu 40 euros. Bon, au fur et à mesure que tu avances, l'argent augmente. Quand tu essaies de négocier, ils augmentent encore plus. Et quand là, ils augmentent, ils ne descendent pas. Quand tu refuses de payer, ils te fouillent. Tout ce qu'ils trouvent sur toi comme argent, ils prennent. Là, quand nous avons repris la route, le convoyeur du car m'a dit, bon, voilà mon petit, je vais te proposer quelque chose. Paye-moi 30 euros et je vais négocier pour toi jusqu'à Niamey. Et c'est là que je lui ai payé les 30 euros. Donc 30 euros plus les 40 euros, déjà je suis à 70. Donc là, j'ai voyagé tranquillement jusqu'à Niamey. Nous sommes arrivés d'abord le mercredi. Nous avons dormi à la gare. J'étais en contact avec quelqu'un au Maroc qui m'avait dit arriver à Niamey, demande à voir Oumar à la gare. J'ai dit ok. Que je suis arrivé, j'ai demandé à voir Oumar. On m'a présenté Oumar. Et voilà, je lui ai dit bon, je suis là, je vais partir en Algérie. Le jeudi matin, on a pris la route encore pour Agadez. Quand nous sommes arrivés à Agadez, il y avait déjà le coxeur qui nous attendait là-bas. C'était maintenant le vendredi, aux environs de 23h, minuit par là, que nous sommes arrivés. Samedi, dimanche, à 23h, nous avons décollé pour l'Algérie. Quand nous sommes arrivés sur le désert, là, ils nous ont débarqué là-bas, on devait marcher maintenant jusqu'à Inzam. Ça, c'est la première ville algérienne quand tu viens du Niger. Nous avons marché de, disons, minuit jusqu'au petit matin. Quand nous sommes arrivés, les pick-ups étaient là, on nous a embarqués. Nous sommes partis, nous sommes arrivés à Tamaracet. Bon, là, nous avons pris un véhicule qui nous a pris de Tamaracet à Ingel. Bon, à 30 km de Ingel, le monsieur nous a laissé. Nous avons marché à pied. Et de l'autre côté, maintenant, nous avons pris un taxi. Il nous a pris 3000 dinars. 3000 dinars, on devait partir maintenant à Arak. Arak, là, c'est un peu, disons, une zone tampon où il y a les camps militaires et une caserne des pompiers. Bon, nous sommes arrivés là. Le monsieur nous a laissé. Nous avons pris un bus encore. 2500 dinars pour Gardère. J'étais dans un foyer. Voilà. Je vais travailler. Je reviens le 29 septembre 2017. On quitte l'Algérie pour la Libye. Arrivé à Zabrat, on nous a fait partir dans un camp. Bon, quand je dis un camp, bon, c'est pas un camp tant que tel, c'était une cour clôturée. Il n'y a pas de toiture, rien. On devait faire les tentes avec nos couettes, tout ça. Donc on fait des petites cabanes, c'est là que nous dormions. Là, dans cet endroit-là, j'ai passé, disons, 2 mois, 2 semaines là-bas. En tout, nous étions 125. 80 hommes et 45 femmes. Ce jour-là, parmi les femmes, il y avait les bébés, les femmes enceintes, tout ça. Et d'abord, ils ont fait partie les hommes en bordure de l'eau. Et plus tard, les femmes devaient nous rejoindre. Et là, le Libyen, il a dit non, que les femmes n'iront plus. Les femmes et les femmes enceintes, c'est pas la peine qu'elles partent. Mais ça va être les femmes sans bébé, qui ne sont pas enceintes et autres. Non. Nous, les garçons, nous étions déjà au nombre en bordure de l'eau. Nous étions dans un endroit sous forme de garage, entrepôt. Voilà.
Nous étions là-bas. Là maintenant, on attendait que les femmes venaient et ils allaient nous embarquer. Et là, les affrontements avaient commencé. Il a appelé ses frères. Il a dit, ah bon voilà, la police a arrêté tout le monde, mais quand même on a pu déplacer les 45 femmes qui devaient vous rejoindre. Donc, restez tranquille. Les femmes vont venir, vous allez partir. En ce temps déjà, je peux dire, tout était gâté à Zabanda. C'était maintenant la chasse à la peau noire. Nous sommes rentrés dans la brousse, on a passé la nuit. C'était le mercredi. Le mercredi matin, nous sommes sortis pour la ville. Nous avons cherché des vêtements sur la plage là-bas, nous sommes habillés. En Libye, quand tu vas en bordure de l'eau, tu ne portes pas de guine avec les boutons et les chaînes, tout ça. Rien. Donc on n'avait pas de chaussures aussi. Nous avons cherché des chaussures sur la plage, on en a trouvé. Et nous avons pris la route pour la ville. On marchait comme ça sans savoir où on partait. Bon. Ils ont un cousin qui est arrivé. Il nous a dit qu'il avait un champ, qu'il avait besoin des travailleurs. Nous avons décidé de partir. Et là, il avait une plantation d'arachides. Et il devait faire la récolte. Cette récolte-là, nous l'avons fait à 3. On devait travailler au lever du soleil et finir au coucher du soleil. Il n'y avait pas de jour de repos. On travaillait à tout moment. Parce que quand la récolte est terminée, voilà, nous on lui a demandé, bon, on voulait partir. Il nous dit non, qu'il veut qu'on reste pour travailler pour lui, qu'il allait nous payer. En ce moment, on était payé à 250 dinars libyens, qui faisait 25 000 francs CFA. Donc environ 30 € par mois. Il nous payait un peu en différentes tranches, de peur qu'on puisse partir. Voilà, bon. Nous sommes restés quelques temps, puis après, le vendredi 10 mars 2018, nous avons pris la fuite. Nous nous sommes réfugiés chez des Somaliens et on a communiqué avec le téléphone. Ils ont indiqué le trajet au taximètre et nous a récupérés pour Tripoli. On a pu avoir du boulot dans un supermarché où on devait travailler de 9 h le matin jusqu'à 22 h du soir. On devait travailler pour un salaire de 600 dinars, 60 000 CFA, disons 50 € par mois. 7 mois plus tard, moi j'ai décidé alors d'arrêter le travail et je devais venir sur la Tunisie. Mais il faut d'abord partir à Zouara. Comment trouver le taxi? Donc, je cause avec un de mes collègues libyens. Je lui dis, bon voilà, moi je vais partir en Tunisie. Mais est-ce que tu peux m'aider à trouver le taxi? Il dit, ok, pas de souci. Il a un frère qui fait la navette entre Zouara et Tripoli, qu'il va en parler à ce dernier. Il va nous accompagner. Il me dit, ok. Le jour du départ, un Libyen vient nous chercher pour Zouara. Il nous embarque dans son véhicule, on part. Et là, on croise des bandits. Ils stoppent la voiture net. Il y a 3 qui montent dans le véhicule en même temps. Ils sortent leurs armes et ils nous demandent de donner notre argent, tout ce qu'on avait sur nous. Bon là, moi j'avais 400 dinars libyens dans la poche de mon blouson et l'autre, je l'avais dissimulé dans mes bagages. Et j'avais ces habits-là dans le coffre du véhicule. Ils nous ont fait descendre, ils ont pris tout ce qu'on avait sur nous, téléphone, argent, et ils sont partis. C'est comme ça que j'ai perdu tout mon argent. Disons 7 mois de travail au supermarché. Tout cet argent est parti. Donc je suis revenu à la maison. Nous étions au quartier Bouslim de Tripoli. Je contacte un ami à Zouara
Il me dit, ok, je vais te faire venir le taxi. Et bien plus tard, tu vas me rembourser. J'ai dit, ok, pas de souci. Il m'a fait venir le taxi à Tripoli. Je suis parti à Zouara. Arrivé à Zouara, on doit maintenant venir en Tunisie. Là encore, je n'avais pas d'argent. Lui, la somme qu'il avait sur lui pouvait payer seulement que pour une seule personne. Bon, il me dit, bon, ok, toi, prends l'argent. Va, moi, je te suis plus tard. La traversée de Zouara à Bengaden, la première ville tunisienne, les passagers nous prenaient 200 €. Nous sommes arrivés au centre du Croissant Rouge à Medellín. On nous donnait 2 kilos de riz, 3 bouteilles d'eau et une boîte de sardines. On devait faire la semaine avec. On devait faire 60 jours dans le centre. Et après, on devait sortir. On avait déjà plus de 60 jours. Et ils ont trouvé un boulot pour nous à Djerba. Donc là, nous sommes partis à Djerba. Plus tard, j'ai rencontré un ami qui est arrivé de la Libye, un Ivoirien. D'ailleurs, grâce à lui que je suis à Sfax ici. Et quand il est arrivé, lui, il a fait juste quelques temps, il est venu sur Sfax. Un jour, il m'appelle, il me dit, bon, voilà, moi, je veux essayer de chercher le réseau pour la traverser. Je lui dis, bon, ça c'est un peu dangereux, ne te mets pas dans cette activité-là. Il dit non, que lui va essayer quand même. Bon, il a essayé, ça a marché, il a pu avoir un Tunisien. Donc lui, il est un peu comme le coxeur qui réunit les Noirs et il les remet aux Tunisiens pour faire la traversée. Un soir, il m'appelle, il me dit, bon, arrange-toi, être ici. Il avait organisé un départ, mais ce départ-là, la police avait intercepté le départ. Ils n'ont pas pu partir, les gens sont revenus. Le lendemain, il y avait un autre prévu. Et encore, la police les a arrêtés encore. Donc, il m'a demandé de rester avec lui, en attendant que les choses s'arrangent et qu'il me fasse partir. Un jour, il me dit, bon, voilà, il y a un convoi qui est là, mais je vais aller essayer pour voir. On ne sait jamais. Je dis, ok, je vais essayer. La police nous arrête. Dans la maison du rassemblement, la police nous arrête là. Nous prend là-bas, nous ramène au poste. Et dans la matinée, aux environs de 10 h, on nous libère. Et bon, il me dit, bon, comme les départs sont un peu lents, essaie de trouver des clients. Ici, pour les clients qui quittent à l'extérieur de Tunisie, il y a certains qui payent 1500 €, pour certains 2000 €, il y a d'autres aussi qui payent 2500 €. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas cette somme. Donc, il faut que je reste auprès de mon ami pour la traverser. La deuxième fois que j'ai tenté, c'est là où j'ai décidé qu'on retourne. Parce que d'abord, on ne pouvait pas partir. L'eau n'était pas agitée. Mais il y a certains endroits où l'eau rentrait dans le bateau. Bon, voilà, moi j'ai dit, bon, même si le capitaine avait reçu son argent, on allait se retourner. Donc c'est comme ça que nous sommes revenus. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'essaie toujours d'attendre mon départ. Mon objectif, qui est d'atteindre l'Europe et aller en France. Bon, les motivations sont les mêmes, hein. Le lendemain meilleur. Et puis déjà, on s'est dit, avec la France, disons l'Europe, tu peux avoir un bon départ. Un bon départ pour réussir ta vie. Hein. Vous savez, en Afrique subsaharienne, quand un jeune y met un objectif dans la tête, plus rien ne peut l'arrêter, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, on ne va pas reculer.
Même s'il faut le payer au prix de sa vie, voilà, il est prêt à le faire. C'est un peu ce qu'on s'est dit tous. Et je pense que la plupart de nos amis, en tout cas qu'on connaît, qui ont pu entrer, je peux dire comme ça, ils ont réussi le départ. Donc tu vois ce que l'autre a pu faire, toi aussi tu as encore le courage de partir. Pourquoi pas toi? Déjà tu vois que tu as passé 4 ans de ta vie en train de tourner en rond. Tu n'as rien réalisé, tu n'as pas pu expédier de l'argent. Même le peu que tu as pu expédier, c'est pour aider tes frères. Mais pas question de réaliser quoi que ce soit. Parce que déjà, ici tu perds le temps. Quand tu regardes les amis qui sont restés au pays, il y a certains, en tout cas, aujourd'hui, il y a certains qui sont bien, qui sont stables. Il y a certains qui ont fondé une famille, il y a certains, bon voilà. Et toi, tu es encore là, tu n'es pas en Europe, tu n'es pas chez toi, tu ne vis pas à l'aise, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas le droit à te décourager, tu n'as pas le droit de rebrousser chemin. Donc il y a toujours cette rage-là, en fait. Voilà. Donc, je pense que on va y arriver. Eric est toujours bloqué en Tunisie. Il espère traverser rapidement la mer Méditerranée. En attendant, il vit de petits boulots dans le pays et espère construire son avenir en Europe. Notre jeunesse doit avoir du travail dans nos pays. Et nous accueillons 6 millions d'Africains sur notre territoire sur les 24 millions. Quant à ceux qui tentent la traversée, les risques sont là aussi énormes. L'Union européenne vient d'annoncer qu'elle suspendait ses déploiements de bateaux en Méditerranée dans le cadre de l'actualité révèle ce que beaucoup de personnes ont toujours su, c'est la question de l'esclavage en Libye, mais comme je le dis, c'est très polichinelle. Voix d'exil, un podcast de la rédaction d'Info Migrants et de RFI Labo. Journaliste, Leslie Carretero. Réalisation, Benjamin Saralier. Coordination, Amara Makoul. Mixage 3D, Xavier Gibert. Musique, Chinese Man Records.